Voilà, c'est bon. Donc bonjour à tous. Donc je vais vous parler des caractéristiques des personnes entrant en milieu carcéral de manière un peu générale. Donc la Caraïbe, c'est 23 centres pénitentiaires, 24 avec le centre pénitentiaire de Cayenne en Guyane, dont je vais aussi vous parler, avec 121 000 personnes détenues, près de la moitié à Cuba. Des grandes disparités puisqu'on compte 542 personnes incarcérées pour 100 000 habitants aux îles Vierges contre 46 pour 100 000 habitants en Haïti. Haïti est par contre au premier rang mondial en termes de taux d'occupation avec plus de 10 000 personnes détenues pour à peine 2 500 places, ce qui fait un taux d'occupation à 454%. En termes de caractéristiques carcérales, à peu près la même capacité pour nos 3 territoires français d'Amérique, avec une prison en Martinique à Ducos, une à Rémire-Montjoly à Cayenne en Guyane, 2 en Guadeloupe, une à Baie-Mahault et l'autre à Basse-Terre. Ce qui fait sur ces 3 territoires 3,7% des personnes qui sont incarcérées dans nos 4 sites français de la Caraïbe. Autour de 1% de mineurs, peu de femmes, même si la proportion est plus élevée en Guyane. Un peu plus d'un quart ne sont pas encore jugés, sont prévenus. Et le taux d'incarcération sont beaucoup plus élevés que pour le national. Le taux d'occupation, même s'ils sont en diminution, il reste fort, et notamment pour la Guadeloupe. Donc, les données suivantes sont issues du dossier patient informatisé NADIS, qui est utilisé depuis 2011 à l'unité sanitaire du centre pénitentiaire de Martinique pour tous les entrants. Elle concerne donc les entrants, là c'est une étude sur les 5 dernières années, excepté 1 à 2 refus annuels de détenus qui refusent l'utilisation de ce dossier. Plus de 3000 personnes ont été incarcérées. 95% sont des hommes avec un âge médian de 30 ans, des extrêmes de 16 à 79 ans et près de 80% sont nés en France. 2 tiers disent fumer et consommer du cannabis à l'entrée en détention. Près de 10% consomment de la cocaïne, principalement sous forme de crack. Sur les 5 années, 11 personnes ont des antécédents de toxicomanie éveillée, ce qui reste très peu et bien différent des centres pénitentiaires nationaux, tandis que près de 30% déclarent une consommation régulière d'alcool. Les tatouages et les piercings sont fréquemment retrouvés. 18% déclarent avoir une ou plusieurs billes péniennes, des dominos comme on les appelle en Guyane, ce qui concerne 557 personnes sur la période, pour la plupart avec des antécédents d'incarcération antérieure. Donc sur les 2 prochaines diapositives, je vous fais une parenthèse avec une étude que nous avions réalisée sur 2 années consécutives à la prison de Ducos chez les entrants. Elle retrouvait près de 20% de personnes porteuses de billes donc à l'entrée, avec un âge médian de pose du premier implant qui était jeune, de 22 ans, un nombre médian de billes de 2, mais on en a compté jusqu'à 21. Les principales motivations avancées étaient pour améliorer les relations sexuelles, pour faire comme les autres. La Guyane est aussi particulièrement concernée par ces pratiques et nos données en font une des prévalences parmi les plus élevées au monde, puisque les données japonaises ne concernaient pas une cohorte d'entrants et que l'étude australienne concerne des personnes après l'incarcération. Une enquête qu'on avait réalisée aussi en Martinique en 2012 avait montré que l'opérateur était dans 90% des cas une tierce personne. L'ouverture était réalisée à l'aide d'un objet tranchant, couvercle de conserve, couteau, manche de cuillère. Le matériau constituant la bille était souvent le manche plastique d'une brosse à dents ou un domino. Une complication immédiate était retrouvée dans 40% des cas. Complications retrouvées aussi et rapportées aussi chez la partenaire, avec rupture de préservatifs fréquente,
d'où un risque de transmission virale mis en évidence dans d'autres études pour le VIH et le VHC. Donc, si on revient sur les données des 5 dernières années, les pathologies les plus fréquentes, ce qui est assez classique, est retrouvé en international, mais là, sur l'asthme, on a des données qui sont une prévalence qui est importante, avec près de 13%. L'asthme, l'HTA, le diabète, l'épilepsie, plus de 5% des entrants déclarent une ou plusieurs tentatives de suicide. Concernant les pathologies infectieuses, les antécédents de tuberculose sont peu nombreux, c'est aussi différent du national. Les prévalences, vous les voyez, elles sont indiquées. Et on a une prévalence de 1% pour le VIH et de 0,6% pour le VHC pour ce qui concerne la Martinique. Donc pour mémoire, l'enquête Prévacar réalisée en 2010 en France avait montré une prévalence qui avoisinait les 5% pour le VHC et 2% pour le VIH, mais avec des variations selon les régions. En Guyane française, en 2014, on avait environ 4% des personnes détenues infectées par le VIH. Alors, les caractéristiques des personnes entrant en milieu carcéral, elles sont assez proches et similaires pour la Martinique et la Guadeloupe. Sur une étude comportant 79 personnes infectées par le VIH en 14 ans de temps en Martinique et une étude comportant 147 personnes incarcérées en Guyane sur 7 ans, on constate une forte proportion d'hommes, ce qui correspond à la population du milieu carcéral, de près de 10 ans plus âgés que les personnes détenues tout venant entrant, jamais scolarisés pour 58% d'entre eux en Guyane, analphabètes pour 13% en Martinique ou avec une activité professionnelle pour seulement 13% en Martinique, des logements précaires et des nombreux antécédents d'incarcération. Le pays de naissance est la France le plus souvent pour la Martinique, mais à peine un tiers seulement pour la Guyane. Le crack est retrouvé chez près de 10% des entrants en Martinique comme en Guyane, parce qu'on a vraiment à peu près les mêmes chiffres. Mais il est retrouvé de manière beaucoup plus fréquente chez les personnes vivant avec le VIH. Peu sont traités à l'entrée. Au total, ces caractéristiques sont très différentes de celles de nos patients suivis non incarcérés. L'exclusion sociale, la grande précarité et la toxicomanie au crack sont fréquents et ça peut générer des difficultés de suivi après la détention et ça requiert donc une attention toute particulière. Les données de Guyane que m'a transmises Florence Hubert montrent que 57% des personnes vivant avec le VIH sont dépistées pendant l'incarcération. Chez les migrants, encore plus, puisque c'est retrouve 62% versus 43% chez les personnes nées en France. En Martinique, on a à peu près les mêmes chiffres, puisqu'on a 61% qui sont dépistés à l'incarcération, avec une médiane de CD4 au dépistage qui est de 640 par millimètre cube en Martinique et 397 en Guyane. 2 tiers sont dépistés avec plus de 500 CD4 en Martinique, mais là encore, il semble que ce soit vraiment différent pour la Guyane. Donc, selon les données de l'Observatoire des structures de santé des personnes détenues de la DGOS, le dépistage en milieu carcéral reste loin d'atteindre l'exhaustivité des entrants, alors qu'il reste pourtant un enjeu majeur de santé publique, avec 49% des dépistages pour le VIH et 45% pour le VHC. Selon l'étude Prévacar, donc en 2010, 72% des résultats étaient disponibles dans les dossiers pour ce qui concerne le VIH. Alors ça nous a amené en 2014 à faire une étude pour déterminer la fréquence de réalisation des tests de dépistage de l'infection par le VIH, le VIHB, le VHC. On a la syphilis, le HTLV1 chez les nouvelles personnes détenues en Martinique entre le 1er janvier et le 31 décembre 2014. Donc en fait, les statistiques, on les trouve différentes selon le dénominateur, parce que quand on regarde
sur le nombre de personnes écrouées, on a environ 60% de personnes qui sont dépistées sur les 778 personnes écrouées et 50% de résultats remis. Par contre, si on ne compte que les personnes hébergées en prison sans celles placées sous surveillance électronique, on arrive à 70% de personnes dépistées et près de 60% des résultats remis. Les principaux freins sont les refus, 13% dans notre étude, principalement par crainte de rupture de confidentialité, de stigmatisation. Il nous reste encore beaucoup d'informations à faire dans ce domaine, pour lequel nous avons mis en place en fait une procédure de deuxième, voire de troisième proposition de dépistage en lien avec le CEGID qui vient au centre pénitentiaire et les infectiologues qui viennent sur le site. Une place pour les TROD est probable et l'aide de la télémédecine pour la remise de certains résultats. Les libérations, les transfèrements sont nombreux, y compris dans les premiers jours, avec des prolongations qui sont en fait des prolongations de garde à vue en fait. Donc les résultats de cette étude, les résultats positifs, ils ont tous été remis et les pathologies toutes prises en charge. On avait 4 infections par le VIH, aucune infection par le virus C, 4 hépatites B et un peu plus de la moitié des personnes sont immunisées contre le VHB. On avait une personne HTLV1 et 8 syphilis. Donc pour terminer, je vous ai mis cette cascade de tests de dépistage. Donc parmi les 778 personnes écrouées en 2014, on en avait en fait 122 qui étaient placées sous surveillance électronique et qui n'ont pas été hébergées dans cette année-là à Ducos. 57 personnes n'ont pas eu la visite d'entrée, 35 parce qu'ils étaient déjà libérés dans les 7 premiers jours, 8 transférés et 12 ont refusé la consultation d'entrée. Le test est proposé par le médecin qui réalise la consultation d'entrée et de manière systématique. Et les 6 personnes en fait à qui n'a pas été proposé de dépistage concernaient 3 personnes affectées par le VIH et 3 avec un dépistage très, très récent. Là où on a effectivement des progrès à faire encore, c'est les 79 refus de tests, d'où la mise en place de la procédure en cas de refus, ce qui fait qu'on a réalisé en fait 461 tests de dépistage, 86 ont été remis, mais tous les positifs ont été remis. Donc en fait, on s'aperçoit que même quand tout est organisé, on peine à atteindre plus de 60% de dépistage et plus de 50% de résultats remis. Donc il reste énormément à faire. Je vous remercie de votre attention. Donc je vous propose d'enchaîner avec la communication